Très rapidement, puisque Souleymane Bachir-Diagne, qui je le disais ce matin, nous fait l'honneur et l'amitié de clore cette journée, non pas de clore le colloque, parce qu'on aura encore une belle journée de discussion demain. Souleymane Bachir-Diagne fait partie de cette catégorie de collègues dont on dit qu'on ne les présente pas, mais alors que je vais présenter quand même puisque c'est évidemment une prétérition. Donc Souleymane Bachir-Diagne, qui est professeur à l'université Columbia à New York, spécialiste de philosophie de l'islam, de philosophie africaine, qu'évidemment, dont vous connaissez ces nombreux livres essentiels, que ce soit sur l'œuvre et la philosophie de Mohamed Iqbal, que ce soit sur Bergson, que ce soit sur Senghor et les arts, et puis tout récemment, de langue à langue, un livre important sur la question justement de la pluralité linguistique, de la traduction, et puis encore plus largement, Souleymane est une des grandes voix actuelles de la discussion sur l'universalisme, sur les universalismes, sur l'universalisme latéral, sur des voies pour penser des universalismes qui ne soient pas l'universalisme de surplomb. Il a fait de nombreuses interventions, je veux dire nous lui sommes tous redevables. Il nous aide à penser à partir justement d'une diversité de positions philosophiques les difficultés actuelles de cette façon de ne pas totalement donner congé à un horizon universaliste sur les décombres peut-être d'un universalisme moderne pensé depuis l'Occident. Donc Souleymane Bachir-Diagne, merci beaucoup de nous faire cette lecture et vous avez la parole. Merci infiniment Antoine Lili pour cette présentation et merci surtout de m'avoir invité, de m'avoir permis de participer à cette rencontre, une journée magnifique, enrichissante. Et j'étais en train non seulement de prendre des notes, mais en plus de changer mon propos. Finalement, j'étais en train d'inclure des tas de choses que j'ai apprises tout au long d'une journée riche. Étant donné la richesse justement de cette journée, j'ai bien conscience que nous arrivons au terme d'un moment, nous sommes à un moment où tout le monde est fatigué et je ne compte pas prendre toute la latitude que m'a offerte Antoine pour développer le propos que je voudrais vous présenter maintenant. À la question que posa Kant en 1784, qu'est-ce que les Lumières? On pourrait donner la réponse suivante. Les Lumières, c'est sont l'émergence de l'humain à sa propre humanité. La sortie de l'humain de sa minorité pour accéder à son être personne et au plein usage de ses facultés, en quoi le philosophe allemand résume l'Aufklärung, c'est le passage de ce dont l'humanité est d'abord la promesse à son accomplissement. Alors, mon propos est d'examiner, à la lumière de cette notion d'une humanisation de l'humain, deux concepts qui en sont une traduction dans les langues bantoues pour l'un, en langue wolof pour l'autre. Le premier, c'est le concept bantou de Ubuntu, qui est quintessentiellement bantou, parce que sa formation même est liée à la racine du mot bantou, et l'autre est Niti, en wolof. Alors, pour comparer ces deux, pour vous présenter ces deux concepts, au lieu d'essayer de donner une définition comme le ferait un dictionnaire, je vais commencer par comparer deux énoncés qui les impliquent et qui, d'une certaine manière, les définissent. Le premier énoncé est cette parole bantou, maintenant bien connue parce qu'elle a beaucoup circulé étant donné son origine en Afrique du Sud. Cette parole bantou bien connue donc, même de ceux qui ne comprennent pas les langues bantoues, ce qui est mon cas. Et la parole est la suivante, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Maintenant, je regrette peut-être d'avoir dit que je n'avais pas besoin du tout de projeter quoi que ce soit, parce qu'effectivement, si on se met à prononcer des mots zoulous, si je puis dire, il vaut peut-être mieux les écrire. Enfin, Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Cet énoncé qui capture le sens du concept d'Ubuntu est précisément analysé dans un livre magnifique, celui de mon ami Drusilla Cornell, qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant seulement un an.
Et ce livre s'intitule Law and Revolution in South Africa. Elle cite en particulier, pour présenter le concept d'Ubuntu, l'explication philologique qu'en fournit Mark Sanders dans un autre ouvrage important, Ambiguities of Witnessing, Law and Literature in the Time of a Truth Commission, donc un livre consacré particulièrement à la commission Vérité et Réconciliation, et nous verrons quelle importance le concept d'Ubuntu a eu pour cette commission mise en place par Desmond Tutu. Voici l'explication qui présente le concept. La phrase Zulu, Umuntu Ngumuntu Ngabantu, possède dans son mouvement tropique une économie du singulier et du pluriel qui ne se retrouve pas dans la banale expression les gens sont ce qu'ils sont des gens grâce à d'autres gens. Umuntu est la forme singulière de Mtu ou être humain. Le préfixe Ngu est copulatif, Nga est un préfixe de nom pour former des adverbes instrumentaux et se combine avec Abantu, le pluriel de Ntu, pour former Ngabantu. Une première traduction, et c'est probablement ça l'essentiel, oubliez ce que je viens de dire, c'était une manière d'installer de la confusion dans vos esprits. Une première traduction pourrait donc être un être humain est un être humain grâce à des êtres humains. Ça serait une traduction littérale. Ou alors, l'être humain d'un être humain se réalise grâce à d'autres êtres humains. Fin de la citation de Mark Sanders. Ça, c'était l'énoncé que je présente, par lequel je présente le concept de Ubuntu. Maintenant, deuxième point, j'établis une comparaison avec le second énoncé en Wolof suivant. Là aussi, je vais parler une langue extraterrestre. Nit Nitei Garabam, qui est aussi parfois énoncé sous la forme Nit Nitei Garabam. Je vous passe l'explication philologique. J'aurais pu faire une explication philologique par rapport à celle proposée par Mark Sanders, mais je vous donne directement le résultat qui est le suivant. La première forme que j'ai employée signifie un humain est le remède d'un autre humain. Tandis que la deuxième forme, donc la différence entre Nit Nitei Garabam et Nit Nitei Garabam, cette deuxième forme se traduirait par le remède d'un être humain est de réaliser son humanité. Vous aurez vu donc dans ma manière de vous présenter par ces énoncés, ces proverbes comme on pourrait les appeler, les deux concepts de Ubuntu et de Nité, que ces énoncés, Wolof et Bantu, sont tout à fait comparables en ce qu'ils véhiculent tous deux l'idée que l'humanité n'est pas un état, mais une tâche, quelque chose qu'il s'agit de réaliser, et que devenir humain, c'est aussi le devenir ensemble dans la réciprocité. Humaniser, le verbe humaniser, dans un sens intransitif qui ne s'emploie guère en français, ou faire humanité ensemble, comme j'aime à dire, serait donc une bonne traduction aussi bien de Ubuntu que de Nité. Si nous avions en français la possibilité de dire cela, humaniser au sens de manifester son humanité, devenir humain, on pourrait alors avoir une équivalence entre les trois notions. Je remarque qu'il y aurait des raisons linguistiques de rapprocher le mot nit et la racine ntu, étant donné, confirment les spécialistes, les bantouistes en particulier, que les langues bantoues et les langues ouest-atlantiques, dont le Wolof, ont le même phylum dit du Niger-Congo. Et il est vrai que même si vous ne savez pas de langue bantoue du tout, ni le Wolof, on entend bien Ntu et Nit, on entend bien la même racine, N, le même radical, NT. Mais une fois qu'on a fait cette remarque, il faut dire tout de suite deux choses. Premièrement, que la comparaison entre Nité et Ubuntu n'est justement que cela, une simple comparaison et non pas une identification. Je suis bien placé pour savoir, évidemment, que l'Afrique est un continent et pas un pays.
et qu'en particulier le Cap-Vert, où on parle Wolof, est à une distance infinie du Cap Horn, où on parle des langues bantoues. Et une comparaison philosophiquement significative entre Ubuntu et Nité ne saurait reposer sur un simple rapprochement philologique. Une telle comparaison nécessite d'abord une construction philosophique de Ubuntu et de Nité en tant que concept. Avant cette construction philosophique, il s'agit simplement de mots. Et je cite sur ce point ce propos important de Drusilla Cornell, toujours. Ubuntu n'est pas justifié parce qu'il est Zoulou ou Tswana, mais parce qu'il nous fournit une éthique de ce que signifie être un être humain moral. Sa justification ne réside donc pas dans ses racines indigènes. Ceci est une remarque très importante parce qu'en effet, il faut éviter, dans des cas comme celui-là, de solliciter la philologie. Et je voudrais ici d'ailleurs ouvrir une parenthèse et rendre l'affirmation de Drusilla Cornell bien plus générale au-delà du cas particulier du concept d'Ubuntu. La discussion sur l'expression même de philosophie africaine porte très souvent sur le fait qu'il n'existe pas de philosophie qui serait implicite dans la langue ou dans les langues ou dans d'autres pratiques culturelles d'un groupe et donc qui serait unanimement partagée par ce groupe. Ce qui serait la seule raison de parler d'une philosophie zoulou, d'une philosophie wolof ou d'une philosophie africaine. La critique du philosophe Paulin Untonji, qui a été évoquée ce matin par Antoine, a été décisive contre ce type de compréhension ethnophilosophique de ce qu'est ou de ce que serait la philosophie africaine. Paulin Untonji insiste sur le fait qu'il n'y a pas de philosophie africaine qui serait immanente, pour ainsi dire, aux cultures et aux langues du continent. Ceci est important, c'est une précision importante à faire, parce que l'enjeu n'est pas seulement épistémologique, c'est également un enjeu politique. L'enjeu épistémologique serait le fait de dire, nous mène à dire qu'il n'existe pas, bien entendu, de philosophie ethnique, de philosophie collective, c'est ce que dit Paulin Untonji, qui serait partagée comme une langue par tous les membres d'une communauté. La philosophie, c'est d'abord, c'est toujours, en tout lieu, des thèses qui sont énoncées par quelqu'un, qui les argumente et qui en répond. Ceci sur le plan épistémologique. Maintenant, sur le plan politique, c'est une expression qui peut être dangereuse parce qu'elle suppose un unanimisme qui permettrait dès lors de justifier ce que l'on peut appeler qui permettrait à des despotes, par exemple, d'appeler démocratie africaine, pourquoi pas, les régimes autocratiques qui seraient les leurs, sous le prétexte que la philosophie africaine est une philosophie partagée et que donc le meilleur moyen d'exprimer le fait qu'il y a une philosophie africaine, c'est évidemment d'avoir un seul parti avec à sa tête un seul homme pour diriger l'ensemble de la communauté. Donc cet unanimisme et cet enfermement dans une tradition qui serait immobile pourrait être porté par cette expression de philosophie africaine si, encore une fois, on estime qu'elle est immanente à des pratiques culturelles ou à des langues. Alors, les mots de la langue, les mots de toute langue, ne sont que cela, des mots, jusqu'à ce qu'ils soient activement construits en tant que concept et construits parce qu'ils répondent à des problèmes qui se sont posés. La philosophie, comme l'a dit Gilles Deleuze, est toujours construction de concepts et ne s'appuie pas sur la philologie, et ces concepts sont construits pour répondre à des problèmes tels qu'on les rencontre. Ainsi, Ubuntu n'était qu'un simple mot d'une banalité totale, un simple mot bantou de plus, avant d'avoir été utilisé philosophiquement, d'avoir été construit philosophiquement par Desmond Tutu et Nelson Mandela en particulier.
Et de même, l'expression Nitei Garabam, l'humain est le remède de notre humain, n'était qu'une simple expression wolof de la sagesse populaire avant d'être construite par Léopold Sédar Senghor comme l'expression d'une contribution africaine à ce qu'il aimait appeler un humanisme pour le XXe siècle. Mon approche comparative, donc non pas identificatrice mais comparative de Nité et de Ubuntu s'intéresse à ces reconstructions philosophiques des concepts et à ce qu'elles nous disent universellement de l'humanisation de l'humain. Je commencerai par la reconstruction philosophique de Nité par Léopold Sédar Senghor. Le grammairien poète sénégalais a longuement cité et analysé la phrase wolof Nit Nitei Garabam et sa version Nit Nitei Garabam dans le discours d'ouverture qu'il a prononcé en 1978 au Congrès international des juristes à Dakar. L'enjeu de cette rencontre internationale organisée par l'Association des juristes africains autour du thème développement et droits de l'homme était de faire avancer la cause d'une charte africaine des droits de l'homme qui serait adoptée par toutes les nations du continent, opposable par tous les individus à leurs États, par exemple, sur le modèle des conventions régionales qui ont été adoptées ailleurs dans le monde, en Europe ou en Amérique, par exemple. Senghor avait accepté de prêter sa voix et de mettre toute son autorité dans la balance au service de cette association des juristes africains qui étaient venus le voir pour lui demander de présider, d'abord d'organiser au Sénégal cette rencontre et de la présider avec un discours d'ouverture. Et Senghor avait décidé de faire autre chose qu'un discours d'inauguration de Chrysanthème et de parler véritablement du thème qui était celui de la rencontre. Se mettant donc du côté des juristes africains et des autres membres des organisations de la société civile, des sociétés civiles africaines, qui depuis le début des années 60 et la constitution en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, donc ces organisations poussaient pour un tel objectif, contre ceux qui soutenaient que le concept même de droit de l'homme était étranger aux traditions et à la philosophie africaine. Donc mon propos ici prolonge celui de Céline Spector de tout à l'heure. Les juristes en question, l'association des juristes africains et les membres des sociétés civiles africaines militant pour des droits humains et une charte africaine des droits de l'homme faisaient face à de farouches oppositions dans leur démarche, opposition ou indifférence d'ailleurs. Ces oppositions venaient de différentes directions. Il y avait, et ceci fait écho à ce qui a été dit précédemment par Céline Spector, ceci venait de ceux qui prétendaient parler au nom de la spécificité, de la singularité africaine. Cette opposition venait également de cette première opposition, on peut la caractériser comme étant une opposition de droite. Et une deuxième opposition venait de la gauche, c'était pour l'essentiel celle des marxistes qui estimaient que le fondement de toute cette affaire, c'était l'individualisme bourgeois, l'individualisme possessif bourgeois bien connu. Il y avait également une troisième forme prise par les oppositions à la démarche de l'Association des juristes africains, c'était ce que l'on pourrait appeler la philosophie du développementalisme. L'idée que l'Afrique était engagée dans un processus de rattrapage des autres pays, qu'il fallait se développer à toute vitesse, c'était encore l'illusion lyrique au début des années 60 jusque dans les années 70, l'idée d'un rattrapage et d'une course vers le développement, et que le développement, ma foi, lorsqu'on était engagé dans la voie du développement, perdre du temps à l'élaboration d'une charte des droits de l'homme, ça pouvait être une forme de distraction.
Et d'ailleurs, ce discours pouvait parfaitement rejoindre également le discours de la droite sur la spécificité africaine, puisque les despotes africains qui étaient très nombreux à cette époque-là, sur le continent dont on disait à ce moment qu'il était le continent oublié des droits de l'homme, étaient tout à fait heureux de dire que le développement demandait en effet que toutes les énergies fussent engagées dans la même direction et que la meilleure manière d'assigner une direction unique, c'était d'avoir un directeur unique et en l'espèce un président dirigeant un parti unique. Alors, c'était cela, l'atmosphère, et c'était cela, l'enjeu. Dans son discours intitulé « Les fondements philosophiques des droits de l'homme », Léopold Sédar Senghor alors a soutenu en substance que, loin d'être étrangère aux cultures et aux traditions africaines, une charte des droits de l'homme serait au contraire une traduction moderne du sens donné à l'humanisme par cette maxime, l'humain est le remède de l'humain. Ou bien, le remède de l'humain est d'humaniser ou de manifester ou de réaliser sa propre humanité. Ceci est important. Senghor peut être considéré comme un auteur postcolonial. Il est important de se rappeler que dire les auteurs postcoloniaux et penser que les auteurs postcoloniaux estiment qu'il n'y a pas d'universel, qu'il n'y a pas d'universel des droits de l'homme, c'est ne pas faire justice à beaucoup d'auteurs dits postcoloniaux qui, au contraire, étaient des militants de l'universel, qui considéraient que l'universel, c'était important, qu'il fallait en effet un humanisme universel, et ça c'est une expression d'Aimé Césaire, ou bien une civilisation de l'universel, et ceci est une expression de Léopold Sédar Senghor. Cela veut dire une chose, c'est vrai que la pensée postcoloniale aujourd'hui, ou la pensée dite décoloniale, les deux, fabriquent pour leur propre propos, qui souvent est un propos relativiste, des auteurs postcoloniaux en les trafiquant en quelque sorte. Dire que Aimé Césaire est du côté du relativisme, c'est ne pas avoir lu Aimé Césaire. Aimé Césaire, même dans la lettre tonitruante par laquelle il démissionne du Parti communiste français, sa fameuse lettre à Maurice Thorez, dans laquelle il disait qu'au fond, le fraternalisme communiste, donc cet universalisme de gauche, dans sa manière d'ignorer les revendications propres à ce qu'il appelait les peuples de couleur, cet universalisme-là, ou ce fraternalisme-là, disait Aimé Césaire, ne valait pas mieux que le paternalisme colonial. Mais il disait cela au nom d'une revendication d'un humanisme universel. Césaire, dans cette même lettre, disait à Maurice Thorez, « Ce que je veux, c'est un universel qui soit riche de tout le particulier », et il ajoutait « riche de tous les particuliers ». Donc l'idée de ces penseurs postcoloniaux, qu'il s'agisse de Senghor ou qu'il s'agisse de Césaire, c'était précisément de dire qu'à une époque où le pluriel avait fait irruption dans l'histoire universelle, où l'histoire n'était plus seulement l'histoire de la seule Europe, mais où après Bandung, les peuples africains et les peuples asiatiques avaient eux-mêmes fait irruption sur la scène universelle, désormais il s'agissait de penser l'universel à partir du pluriel du monde. Plus aucune région du monde ne pouvait à elle seule se déclarer à la verticale d'un universel qu'elle aurait alors mission de répandre sur le reste du monde. La difficulté, la tâche qui est encore la nôtre, est évidemment de penser cet universel vraiment universel, pour reprendre une expression d'Immanuel Wallerstein. Disons que c'est dans une tâche comme celle-là que Senghor était engagé lorsque, durant cette conférence de 1978, il a décidé de donner un coup de main aux sociétés civiles africaines qui étaient à la recherche d'une charte africaine des droits de l'homme. Eh bien, le concept d'unité qu'il avait ainsi construit philosophiquement, il n'avait pas simplement dit « nous autres Wolofs avons une philosophie qui est une philosophie des droits de l'homme ». Non, il a dit « voici un proverbe qui n'est rien d'autre qu'un proverbe. Il y a une manière de l'entendre, c'est-à-dire une manière de le construire philosophiquement, qui nous indique qu'en effet, les droits humains ne sont qu'une traduction moderne du sens que cette maxime porte. Le concept d'unité a été ainsi reconstruit
pour s'attaquer aux stéréotypes de sociétés africaines qui seraient par essence des totalités collectivistes où l'individu n'aurait n'aurait que des devoirs envers le groupe qui seul serait alors détenteur de droits. L'humanisme de Nitai Garabam dit que la fonction du groupe est d'accompagner et de soutenir l'individu dans sa tâche d'être humain, de réaliser son humanité, de manifester son humanité, d'humaniser et de devenir une personne. Et cela est aussi un aspect de l'Ubuntu. Voici ce qu'écrit le philosophe sénégalais à propos de l'individu, de la personne et de la communauté. Je cite Senghor. « Gardons-nous surtout de croire que la société communautaire ignore la personne si elle néglige l'individu. L'individu, c'est l'homme qui, comme en Europe, se distingue des autres et revendique son autonomie pour s'affirmer dans son irréductible originalité. La personne de la société communautaire ne revendique pas moins son autonomie pour s'affirmer en tant qu'être. Elle sent, elle pense seulement qu'elle ne peut développer ses virtualités, son être original, que dans et par la société, en union avec tous les autres hommes, voire avec tous les autres êtres de l'univers, Dieu, animal, arbre ou caillou. » Fin de la citation. J'attire votre attention sur cette incise comme en Europe. Senghor ne s'interdit absolument pas de dire qu'il s'agit d'établir une analogie avec l'Europe au lieu de renvoyer les droits humains à une naissance européenne. Il a donc là manifesté dans cette incise, comme en Europe, un modèle, ce que j'appellerais un modèle traductif de la décolonisation des droits humains. Et ce faisant, et ceci d'ailleurs me donne l'occasion d'une intervention sur la conversation autour du rôle que les Nations Unies ont en la matière, ce faisant, au fond, ce que dit aussi le président sénégalais, c'est qu'en effet, les énoncés, pour reprendre cette distinction profonde faite par Céline Spector avant, les énoncés peuvent être universels, l'énonciation, le lieu de l'énonciation est tout à fait particulier. Mais dans le cas d'espèce, on peut dire que le seul vrai lieu d'énonciation des droits de l'homme, ce sont précisément les Nations Unies. Lorsque les Nations Unies, en 1948, déclarent les droits de l'homme, c'est la première déclaration universelle des droits de l'homme. Pour la raison suivante, c'est vrai que l'essentiel des pays africains était encore colonisé, mais il y avait au moins un pays africain, je crois l'Éthiopie, peut-être un deuxième, j'en sais rien, peut-être le Libéria, puisqu'il n'avait pas été colonisé, mais il y avait des pays asiatiques, etc. Autrement dit, il n'y avait pas que la seule Europe. Et d'une certaine façon, virtuellement, toutes les nations au monde étaient là pour se mettre ensemble et déclarer ensemble un texte. Ça veut dire que s'il y a naissance à assigner aux droits de l'homme, cette naissance ne peut pas être antérieure à 1948, parce qu'avant 1948, personne d'autre n'était présent. Alors, évidemment, la France peut dire que les droits de l'homme sont nés en 1789, lorsque les révolutionnaires français ont fait la déclaration. Ou bien les États-Unis disent « mais non, quelques années auparavant, nous vous avons précédé dans cette voie-là, puisque nous avons fait ça en 1776 ». Mais rappelons-nous, et c'est ce que dit mon ancien collègue à Columbia, qui maintenant nous a quittés, Samuel Moyne, The Last Utopia, la dernière utopie, qui est l'utopie des droits de l'universel, Déclaration universelle des droits de l'homme. Il rappelle que le Shah d'Iran avait organisé en son temps une conférence internationale qui avait pour thème l'invention par l'Iran des droits de l'homme. Et il n'y avait pas motif à rire, finalement, bien que ce fût le Shah d'Iran à l'époque. D'une certaine façon, il avait raison. C'est-à-dire que chaque culture peut toujours dire « ceci a été dit dans ma culture à propos de l'humain », et par conséquent, cela voulait dire qu'en tant qu'humain, tous les droits lui étaient attachés. Et ça n'est pas faux.
si l'islam dit que l'humain a été créé comme le lieutenant de Dieu sur terre, un mot très fort, khalif, qui signifie pratiquement remplaçant, évidemment qu'on va dire que c'est une déclaration universelle de droit qui serait attachée à la personne humaine. De la même manière, dit Samuel, on peut toujours remonter jusqu'aux stoïciens, jusqu'au stoïcisme, cette philosophie qui pouvait être à la fois celle d'un empereur Marc Aurèle et d'un esclave Épictète. Donc, universel, ça veut dire que le pluriel du monde est présent et que le pluriel du monde se dirige vers un même horizon d'universalité. Si acte de naissance il doit y avoir pour l'universalité des droits de l'homme, ça ne peut donc être que 1948 et les Nations Unies. Et quelle que soit l'imperfection des Nations Unies aujourd'hui, c'est ce que nous avons comme lieu possible de cet universel latéral dont parle Maurice Merleau-Ponty. Cet universel de traduction où les langues se rencontrent pour essayer de parler même langage. À la suite de cette rencontre de Dakar, le président sénégalais a chargé le juriste Kéba Mbaye de présenter l'année suivante à ses pairs, à Monrovia, au nom du Sénégal, une résolution demandant la rédaction d'une charte africaine des droits de l'homme par des experts africains. Une telle charte sera adoptée à l'unanimité, mais avec un amendement faisant désormais du document une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une page sombre de l'histoire, donc on peut lire une telle signification. D'ailleurs, dans la disparition de la scène politique cette même année 1979, de leaders comme Idi Amin, Jean Bédel Bokassa de sinistre mémoire et Marcien Nguema de la Guinée équatoriale. C'est vrai que ce temps-là a correspondu à un important moment de transition dans l'histoire africaine et la réflexion africaine sur la signification, sur une signification de la notion de philosophie africaine et de lumières africaines. Il avait été demandé au rédacteur de la charte de créer un document qui reflétât les traditions et les principes éthiques de l'Afrique en respectant un équilibre jugé nécessaire entre les droits de l'homme et ceux des peuples, entre droits civils et politiques d'une part et droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. D'un mot, il fallait, et c'était bien ce que disait cet amendement qui avait ajouté « et des peuples » dans l'intitulé de la charte, que celle-ci manifesta la spécificité supposée d'une philosophie africaine et tint compte en définissant une certaine vision de l'humain. Le texte a finalement été rédigé et adopté à la conférence de Nairobi en juin 1981. Il est entré en vigueur depuis 2006 maintenant et les juges qui sont chargés de l'appliquer ont été choisis. Ils sont installés en Gambie, à côté du Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, je devrais dire. Il est, ce document, dans sa forme actuelle, le résultat d'un compromis, on le voit bien, à cet intitulé Charte des droits de l'homme et des peuples. C'est Tazou cet amendement. Il est donc, dans sa forme actuelle, le résultat d'un compromis entre deux visions, se réclamant toutes deux de la philosophie africaine. L'une considérant que cette philosophie est nécessairement collectiviste, et l'autre considérant que seul l'individu devrait être porteur de droits et qu'il ne doit pas devenir l'otage de l'identité supposée du groupe. On voit bien quel est l'enjeu, parce que si on insiste pour dire que la philosophie africaine est collectiviste, ce que Senghor bat en brèche précisément, c'est ce sur quoi il a insisté en 1978, en disant « l'Afrique n'a pas ignoré l'individu, elle a affirmé le devenir personne de l'individu avec le soutien de la communauté, et c'est cela la signification d'unité, parce que sinon, le groupe pourrait s'imposer à l'individu, lui imposer une raison d'État ou alors une raison de culture. Aucune possibilité de dissensus n'existerait. Or, les droits ne peuvent pas exister sans la possibilité que l'individu a de pouvoir ne pas respecter ce qui pourrait être les traditions du groupe. On peut penser à des tas de choses, mutilation génitale, etc., etc. Je vais plus vite sur la reconstruction philosophique du concept d'Ubuntu par Desmond Tutu et Mandela, en soulignant 3 points. D'abord, un rappel. Dans l'émouvant éloge funèbre que le président américain Barack Obama a prononcé pour Nelson Mandela lors de ses funérailles le 10 décembre 2013, il a déclaré que l'homme qui avait conduit l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid et à la démocratie
en libérant à la fois le prisonnier et son geôlier de l'oppression, était la personnification de l'Ubuntu et qu'il offrait comme un cadeau à son peuple et à l'humanité ce mot de Ubuntu que Obama a défini en ces termes. Il y a un mot en Afrique du Sud, Ubuntu, qui décrit le plus grand don de Mandela, sa reconnaissance du fait que nous sommes tous liés d'une manière qui peut être invisible à l'œil nu, qu'il y a une unité dans l'humanité, que nous nous réalisons en nous partageant avec les autres et en prenant soin de ceux qui nous entourent. Les mots, fin de la citation. Les mots de Obama font écho à la propre définition d'Ubuntu de Nelson Mandela, qui a déclaré dans une interview que le champ sémantique de ce mot Bantu était assez vaste. Effectivement, il signifie fraternité, il signifie compassion, il signifie humanité, il signifie des tas de choses, mais qu'il signifiait simplement et en fin de compte, dit Mandela, trouver un moyen de rendre la communauté meilleure. Alors, comment ce mot est-il devenu un concept philosophique? Un mot, je le répète, n'exprime pas spontanément une philosophie qui lui serait, pour ainsi dire, immanente, implicite. Ainsi, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu ont fait du mot Bantu Ubuntu une notion philosophique lorsqu'ils l'ont mis au service d'un concept de justice transitionnelle inscrit dans la Constitution sud-africaine, ou plus précisément inscrit dans la première Constitution, celle de 1993, parce que le mot disparaît ensuite dans la Constitution définitive actuelle de 1996. Mais si le mot disparaît, le concept, c'est-à-dire la définition qui en était donnée, continue de figurer dans cette nouvelle version de la Constitution. Merci infiniment. Merci. Ubuntu était censé donc tourner les pages sombres de l'apartheid. Et après tout, on peut définir les Lumières comme ce qui permet de tourner les pages sombres de l'histoire humaine, à chaque fois. L'apartheid, comme son nom l'indique, était le nom d'une idéologie de séparation tribale fondée sur l'idée que les cultures humaines sont des essences, des insularités, qui doivent se développer le long de trajectoires séparées, spécifiques, qui ne peuvent et ne doivent pas se mélanger. Mais la victoire contre l'apartheid aurait également pu se révéler être la victoire d'un autre tribalisme si elle avait été comprise comme le moment de la vengeance des autres contre la tribu africanaire. Mandela a compris que l'alternative se situait entre idéologie de tribu, de séparation d'humanité au pluriel d'une part, et d'autre part, une politique d'humanité, ce qui signifie à la fois que cette politique est humaine et qu'elle vise l'horizon d'une humanité partagée à poursuivre continuellement. Et rien n'indique mieux cette visée que la manière dont l'inscription de Ubuntu dans la Constitution a établi et orienté le travail de la Commission Vérité et Réconciliation que j'avais évoqué rapidement en passant, chargée de connaître des causes, des crimes de l'apartheid, mais en vue de l'ouverture d'un futur de réconciliation et d'invention de ce qui a été appelé une nation arc-en-ciel. Deuxièmement, je ferai un rapprochement avec la notion de société ouverte comme société humaine chez Bergson. Dans cet ouvrage, on le sait, le philosophe explique que le sentiment d'appartenance à une tribu est un instinct en nous. Et parce que c'est un instinct, il n'y a pas lieu de s'interroger sur son origine ou sa nature, mais seulement de reconnaître qu'il existe et qu'il est inscrit primitivement dans notre nature. C'est donc sur ce motif que se fonde la politique tribale et le ralliement aux ethno-nationalismes. Il est donc compréhensible que lorsque cette politique prend l'apparence du bon sens et se présente comme une évidence immédiate face à la complexité de ce qu'elle condamne comme le politiquement correct de l'ouverture à l'autre, elle fasse du caractère primitif de l'instinct tribal sa vérité première. Ce qui existe pour moi, c'est le cercle en élargissant progressivement les inscriptions territoriales. Bref, on ne peut pas étirer l'instinct tribal en quelque chose qui serait un instinct de l'humain. Il faut donc pouvoir sortir de l'instinct pour sortir des tribus,
pour se trouver d'emblée en contact avec l'humanité en soi et dans les autres. Il faut pouvoir émerger à l'humanité pour revenir à la définition que j'ai donnée de l'enlightenment. Enfin, si je dis enlightenment, ce n'est pas simplement pour jargonner en anglais, c'est que les lumières en français, c'est assez statique finalement, si on y réfléchit, alors que enlightenment partage avec Aufklärung et probablement d'autres équivalents, justement cette idée de mouvement, cette idée d'émergence de l'humain à sa propre humanité. La question est alors la suivante: comment ouvrir l'âme au-delà de la tribu? Ici, je fais allusion à la notion bergsonienne de l'âme ouverte. Comment ouvrir l'âme au-delà de la tribu s'il est établi à l'origine que, je cite Bergson, nous aimons naturellement et directement nos parents et nos compatriotes, alors que l'amour de l'humanité est indirect et acquis. C'est presque la même chose qu'a dit M. Le Pen à une époque où il parlait de l'amour de ses filles qui était plus important que l'amour de ses nièces, qui était plus important que l'amour de ses cousines, etc., jusqu'à atteindre les limites de l'Hexagone. Je ne pense pas qu'il soit allé beaucoup plus loin que ces limites-là. Alors, où pourrions-nous puiser une force qui n'a pas l'immédiateté d'un instinct? En d'autres termes, comment est-il possible d'acquérir quelque chose qui pourrait aller à l'encontre du projet de la nature de nous enrôler dans la communauté que notre tribu a construite avec sa propre morale et son opposition aux autres tribus? Eh bien, c'est possible parce qu'il est aussi dans notre nature, explique Bergson, de pouvoir tricher et tromper cette même nature et d'étendre par l'intelligence la solidarité sociale en une fraternité humaine. Nous acquérons donc le sens de cette fraternité humaine à travers, d'une part, la religion et d'autre part, l'intelligence sous la forme de la raison philosophique. Troisième et dernier point, il ne s'agit pas de céder ici à un romantisme de l'Ubuntu. Nous devons à la vérité de dire que la jeunesse sud-africaine aujourd'hui, tout en restant profondément attachée au souvenir de celui qu'elle appelle affectueusement Madiba, sent qu'il est temps de revenir de ce qui lui semble être l'illusion lyrique de l'Ubuntu. Cette jeunesse a le sentiment, qui correspond à la réalité de la situation qu'elle vit, que l'injustice de l'apartheid fondée sur le racisme a cédé la place à l'injustice de l'inégalité économique et de l'inégalité des chances, qui maintient généralement la même répartition des positions entre blancs et noirs d'Afrique du Sud. Et cela les maintient séparés, même si les lois de l'apartheid ont disparu. Et cette jeunesse-là se reconnaît aujourd'hui majoritairement davantage dans le PAC, le Pan-African Congress, qui milite pour ce que ce PAC appelle l'Azania, le nom que, en cas de victoire, ce parti veut donner à l'Afrique du Sud. Et je rappellerai d'ailleurs que pour sa naissance, ce parti est né en 1959 d'une scission de l'ANC, et la cause de la scission était que les gens qui s'étaient retrouvés dans le PAC n'avaient pas accepté qu'en 1955, en juin 1955, il y ait eu cette rencontre multiraciale de différents partis politiques sud-africains, en particulier de l'ANC avec les démocrates, le Parti des démocrates, c'est-à-dire des communistes blancs, parce que le pape estimait à l'époque que la libération des Noirs ne pouvait pas concerner les Blancs. Type de séparatisme, d'acceptation de cette notion d'apartheid, lors même qu'il en allait de l'émancipation. Alors, on dira que Ubuntu n'a pas tenu ses promesses. Non, il s'agit plutôt de comprendre que Ubuntu est un mouvement, encore une fois, un mouvement d'émergence. Il s'agit d'un combat et ce combat est encore à venir. Le nouvel apartheid, rappelons son sens premier de développement séparé, est aujourd'hui l'inégalité économique et sociale. Ce n'est donc pas moins d'Ubuntu qu'il faut, mais davantage d'Ubuntu, car cela relève de la définition même de ce mot lorsqu'il s'agit de réparer la déchirure du tissu social qui est le creusement des inégalités. Et c'est également, je reviens à Drusilla Cornell, c'est ce qu'elle dit également, ce que l'on pourrait appeler le féminisme sud-africain d'aujourd'hui, qui estime qu'en effet, un Ubuntu révolutionnaire doit être mis en place pour la poursuite de ce mouvement d'émergence
de l'humanité, d'une humanité réconciliée. L'Ubuntu éthico-théologique de Desmond Tutu et l'Ubuntu politique de Nelson Mandela avaient répondu à l'urgence et offert une orientation. Mais l'Ubuntu demeure un mouvement qui doit maintenant se poursuivre pour lutter contre les inégalités et promouvoir la justice sociale au sein des nations et à l'échelle mondiale, car il s'agit de mettre fin à l'ordre de l'injustice qui régit les relations, en particulier entre le Nord et le Sud. Ce qui me mène à Ubuntu et unité contre l'ordre de l'injustice, qui sera ma conclusion. Cette expression, l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud, est de Léopold Sédar Senghor. Il l'a utilisée pour caractériser la ligne de fracture entre les pays du Nord et ce qu'on appelle aujourd'hui les Suds ou le Sud global. Tout d'abord, ce que dit Senghor, c'est qu'il ne faut pas considérer cette situation comme une simple différence entre un Nord qui se trouve être riche et un Sud qui se trouve être sous-développé, et qu'il faut voir, penser et peut-être traiter en termes économiques. Pour le penseur et homme d'État sénégalais, le fondement de l'ordre régnant de l'injustice mondiale est avant tout culturel et seulement en second lieu économique. Parler d'une infrastructure économique et d'une superstructure culturelle serait alors renverser la réalité. L'infrastructure est précisément ce que Senghor appelle le mépris culturel, et la superstructure est la continuation d'un ordre économique mondial fondé sur l'inégalité. Senghor n'a pas ignoré l'aspect économique, bien entendu. Au contraire, il a adopté les points de vue des pionniers de ce que l'on a appelé l'école latino-américaine d'économie structuraliste, principalement Raúl Prebisch d'Argentine, qui est devenu directeur de la Commission économique pour l'Amérique latine en 1950. Senghor a popularisé dans l'expression la détérioration des termes de l'échange, la thèse dite de Singer-Prebisch sur l'échange inégal, selon laquelle le prix des produits de base diminue par rapport au prix des produits manufacturés sur le long terme, condamnant les termes de l'échange des économies basées sur les produits de base à se détériorer continuellement. Mais le philosophe sénégalais estimait que le combat était à mener au nom de la finalité d'un humanisme du XXe siècle, au nom de la visée de faire la terre totale, de réaliser ce qu'il appelait aussi, parlant le langage du philosophe Pierre Teilhard de Chardin, une humanisation ou une socialisation de la terre. C'est tout naturellement, en effet, qu'il trouvait à traduire dans les termes du penseur d'une planétisation de la terre l'exigence d'une émergence de l'humain à son humanité, c'est-à-dire nité ou Ubuntu. L'exigence de combattre la fragmentation et la division qui ont pour cause tout particulièrement les inégalités entre les humains et entre les nations. Ensuite, celle de l'exercice continu de la responsabilité qui n'appartient qu'à l'humain de conserver et d'intensifier dans la durée la vie, la sienne et celle de tous les êtres qui, avec lui, habitent la terre. Rappelons-nous la citation de Senghor, de Dieu jusqu'au caillou. Les lumières de cet humanisme nouveau sont à venir. Nité et Ubuntu y contribueront. Merci.